Bernadette. Heureux de vous retrouver parmi vous. J'ai encore le souvenir il y a quelques mois, j'ai eu un séminaire vraiment intéressant sur l'évaluation ici à Fribourg, dans le cadre de votre diplôme de didactique de pédagogie universitaire. Bernadette a un peu dit quelle est l'origine de cette conférence ici. Alors derrière, effectivement, cette origine-là se cache une autre origine profonde qu'il me semble peut-être intéressant de vous communiquer. En fait, il y a maintenant deux ans, nous avons été convoqués, une série de 29-30 experts internationaux provenant de plusieurs continents, a créé une commission qui s'est réunie à Paris en 3 sessions de 2-3 jours chaque fois pour évaluer les résultats d'un appel d'offres que le ministère de la Recherche, de l'enseignement supérieur avait fait à toutes les universités françaises pour essayer de présenter des projets introduisant de l'innovation pour améliorer la qualité de la formation en liaison et éventuellement étroite avec des recherches pour améliorer la qualité de la formation. Alors, nous avons été tellement heureux de nous retrouver, de discuter, d'élaborer effectivement des grilles d'évaluation, de voir ces projets qui s'appellent les projets IDEFI, que nous avons décidé, après les 3 sessions, après que notre mission a été terminée, de nous retrouver pour partager nos travaux, pour penser un peu à l'avenir de l'université, de la qualité de la formation. Et nous avons fait un livre qui s'appelle le réseau NEE, qui s'appelle Network for Excellence in Higher Education, qui est une vingtaine d'experts internationaux parmi les 30 qui étaient présents et qui ont pu se rendre disponibles, issus de 13 ou 14 pays, donc réunis à Paris en 2012 pour composer le jury IDEFI, comme je vous l'ai dit, et autour d'un projet commun qui était surtout de soutenir le développement d'une nouvelle conception de l'excellence. L'excellence est en général pensée comme une excellence qu'on appelle maintenant communément élitiste, et il nous semble qu'à côté d'une excellence élitiste, il y a au moins un covoisinage, si pas il y a une importance considérable à créer une autre forme d'excellence. Et c'est un peu une synthèse de ces travaux que je vais faire. On est d'ailleurs en train de mettre la dernière main à un livre qui va être publié sur quelle excellence de l'enseignement supérieur, que je suis appelé à coordonner avec des collègues, qui s'appelle Bernard Vigonier, qui a été le directeur adjoint de l'éducation à l'OCDE, qui est un professeur à l'Institut des sciences politiques à Paris, avec Philippe Parmentier, que Bernadette connaît très bien, qui est responsable de l'enseignement dans mon université, et qui a été d'ailleurs mon étudiant, qui m'a suivi, puisque j'ai été président de la commission d'enseignement de mon université, et par Laurent Confroy de l'ENS de Lyon, qui avait été détaché à un certain moment donné justement pour gérer tout le projet d'évaluation des projets IDEFI avec les experts internationaux qui s'occupent maintenant assez bien de pédagogie universitaire. Alors, le livre comprend trois parties. Une partie qui est beaucoup plus conceptuelle, qui porte sur le concept d'excellence, sur les missions de l'enseignant-chercheur de l'université, sur le curriculum, sur l'évaluation de l'excellence. Une deuxième partie qui porte essentiellement sur les politiques d'excellence menées dans les différents pays, et donc fait par des experts qui faisaient partie de ce groupe de 30 experts et qui font partie maintenant de ce réseau que nous avons créé. Donc si vous voyez les pays et les experts, certains d'entre eux sont d'ailleurs très connus peut-être par certains d'entre vous. Alors, d'abord, qu'est-ce que nous entendons? Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, peut-être très brièvement, mais ça va se clarifier au fil des 3 hypothèses que je vais essayer de passer en revue. L'excellence sociale et sociétale se distingue de l'excellence élitiste par le fait que l'excellence élitiste, elle consiste en quelques mots très simples, c'est-à-dire sélectionner les meilleurs enseignants
et sélectionner les meilleurs professeurs. Par meilleur, il faut mettre toute une série de choses qui se cachent là derrière, et on le verra. Et on verra tous les effets pervers que pose ce type d'excellence. Ça ne veut pas dire qu'il faut la rejeter à tout prix, mais nous pensons que ce n'est pas vivable, et surtout à moyen et à long terme, de ne défendre que l'idée d'une excellence élitiste pour des tas de raisons que vous allez voir à travers l'exposé que je vais faire. Nous pensons au contraire qu'il faut viser une excellence sociale et sociétale, qu'on appelle aussi inclusive. Sociale, c'est-à-dire qui s'adresse à tout, il n'y a pas de privilégié, elle s'adresse à tout. Et nous sommes persuadés que si on met en place des dispositifs adéquats, eh bien, on peut, à travers un enseignement de qualité, à partir aussi d'un pilotage de l'université qui soit pertinent, faire en sorte que chaque acteur de l'université, en commençant par l'étudiant, mais aussi l'enseignant, les gestionnaires, les administrateurs, mais non seulement chaque acteur en tant que personne, mais chaque acteur aussi institutionnel, par exemple, une unité de recherche, un labo, un département, une faculté, par exemple, et éventuellement un secteur de l'université, peut développer son pôle d'excellence. Et donc, le problème majeur, c'est de dire, est-ce que nous allons rendre capable chaque acteur, chaque composante institutionnelle, de développer son propre pôle d'excellence, c'est-à-dire de lui permettre et de l'aider éventuellement à mobiliser le potentiel qu'elle est susceptible de pouvoir développer et dont elle n'est pas toujours nécessairement conscience elle-même. Donc c'est vraiment ça un premier aspect de cette nouvelle excellence, de ce concept que nous défendons. Elle est sociale, mais elle est aussi sociétale, dans le sens où la formation, la recherche, l'expertise, qui sont les trois missions de l'université, c'est de se préoccuper, et donc d'introduire dans la recherche, d'introduire les problèmes dont je vais parler dans le curriculum, de permettre effectivement des exercices sur les grands enjeux sociétaux, qui soient locaux, comme c'est très important dans une université régionale, par exemple, ou nationaux ou internationaux. Et Dieu sait s'il y a des enjeux sociétés, locaux et internationaux, depuis les problèmes de l'environnement dont tout le monde parle pour l'instant, le problème de l'eau, le problème de la paix, le problème de la survie de certaines personnes, de l'éducation bien publique, bien privée, point d'interrogation, etc. Et donc pour nous, l'excellence devrait être l'ADN de l'université. Mais est-ce que c'est un ADN en termes d'excellence élitiste ou est-ce que ce sera un ADN en termes d'excellence sociale et sociétale, tel que j'ai essayé un peu de le développer très brièvement. Alors je vais essayer de passer en revue dans cette optique-là trois hypothèses concernant effectivement l'excellence élitiste, l'excellence sociale et sociétale. Je vais les lire d'abord les trois, puis je les développerai une à une. La première porte sur les classements internationaux, dont tout le monde parle. La deuxième portera sur la tension qui peut exister entre tradition et innovation, surtout si on les conçoit d'une certaine façon. Et enfin, une troisième porte sur le pilotage de l'université. La première hypothèse, c'est les classements internationaux privilégient la sélection des meilleurs étudiants et des meilleurs profs, les guillemets sont évidemment importants, et tendent ainsi à la la conformation progressive à des standards globaux qui seraient hiérarchisés, qui seraient universels, qui seraient valables pour tout le monde, plutôt que de permettre à tous les acteurs de l'enseignement supérieur de l'université, donc les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les administrateurs, et aussi à toutes les composantes institutionnelles, ce que je vais dire des acteurs, des personnes
vaut aussi pour les entités à l'intérieur de l'université. Et donc faire en sorte que tous les acteurs, quels qu'ils soient, toutes les entités, puissent atteindre leur propre niveau d'excellence dans le contexte où ils évoluent. Dans le contexte où ils évoluent, université régionale n'est pas une université internationale. Université internationale de recherche n'est pas une université de service au niveau régional. Le fait que je sois situé vraiment dans une zone d'une société très complexe, ou que je sois situé au contraire comme au Brésil, actuellement en train de suivre l'université brésilienne extraordinaire dans le nord du Brésil, qui essaie de permettre à tous les jeunes des classes défavorisées de pouvoir effectivement suivre un parcours universitaire à la fois par un dispositif d'enseignement à distance et d'accompagnement en profitant de toutes les opportunités de personnes, de logistique, etc. dans les différents lieux de cette énorme province du Nord. Mais il est évident que l'excellence, on peut effectivement faire en sorte que chaque étudiant, chaque enseignant, chercheur, dans ce contexte-là, qui n'est pas le contexte de Fribourg, par exemple, eh bien, puisse développer son propre pôle ou leur propre pôle d'excellence. La deuxième hypothèse, je vois que je suis obligé d'avancer, c'est que si on conçoit la tradition comme mémoire, mais pas seulement comme mémoire, donc les travaux actuellement sur la tradition eh bien, refusent la non-association entre mémoire et projet. La mémoire d'ailleurs étant toujours en quelque sorte une reconstruction en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve, mais aussi la mémoire comme alimentant des projets et sources de projets. Et si on conçoit l'innovation comme l'introduction de pratiques nouvelles et donc du neuf dans les pratiques habituelles pour faire face aux problèmes identifiés, la nouvelle excellence sociale et sociétale serait une alliance entre tradition et innovation. Mais quel type d'alliance? Et je vais essayer de montrer à partir d'une série d'études de cas que l'alliance entre tradition et innovation peut transformer les institutions d'enseignement supérieur, notamment, mais à condition de bien respecter un processus de longue durée d'ailleurs, et qui fonctionne non pas par période, une ligne de temps linéaire, mais par strate. C'est donc l'hypothèse que je vais essayer de défendre et d'expliciter. Puis la troisième, je vais mettre ma souris par ici, c'est le développement d'une excellence sociale et sociétale passe par le développement d'un dispositif pluriel de pilotage, qui soient à la fois des dispositifs locaux et globaux, caractérisés avant tout, et certains vont peut-être sursauter, avant tout par des postures de reconnaissance plutôt que des postures de contrôle qui a la tendance actuelle. Et je vais l'expliquer évidemment sur ce qu'on entend par posture de reconnaissance. Alors des pilotages locaux sont tout à fait essentiels. Ce sont eux d'ailleurs qui sont à la base des transformations des systèmes de formation. Il y a une fameuse méta-analyse de Lieberman publiée en 2005 dans Review of Educational Research qui montre très bien que les systèmes d'éducation et de formation se transforment en fonction d'un certain nombre de caractéristiques. La première et la plus importante, c'est en fonction des capacités et des engagements locaux, des acteurs locaux. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un pilotage global, et donc complémentarité. Il faut des pilotages aussi globaux qui sont en phase avec les pilotages locaux, qui construisent du sens en connaissant bien les pilotages locaux et en permettant justement de construire du sens aussi de les orienter, voire même parfois de faire certaines pressions, à condition que ce soit basé avant tout sur une posture de reconnaissance et non pas sur une posture de contrôle, comme je vais essayer de le dire. Alors voilà, mon hypothèse importe sur les classements internationaux. Comment j'en suis arrivé à développer cette idée-là?
Bon, j'avais été co-responsable de l'organisation d'un grand colloque international, celui qui a précédé celui que nous venons de terminer sur les systèmes éducatifs asiatiques, et donc 5 ans en avant. Tous les 5 ans, on fait avec la Revue internationale d'éducation un colloque. Et le colloque portait sur un seul monde, une seule école. Et dans ce thème-là, il y avait notamment toute la problématique des standards, notamment des standards internationaux. Et nous avons d'ailleurs fait un atelier, j'ai dû analyser aussi l'ensemble des classements internationaux, leurs critères, etc., ce qui m'a permis de développer ce que je vais vous montrer, en sachant que je n'ai pas regardé tous les classements internationaux, mais les plus importants, ceux qui ont eu le plus d'impact, Shanghai, le Times évidemment, Taïwan, et aussi un qu'on regarde peut-être un peu moins, qui est Webometrics, qui a l'avantage de dissocier, de se faire par grandes régions. L'Afrique, le Moyen-Orient, etc. Ce qui est déjà des classements qui sont beaucoup plus contextualisés, qui ont davantage de sens. Alors, ma grille d'analyse a été, je pense que l'originalité de la grille d'analyse, c'est pas simplement d'avoir repris les grandes questions qui sont à la base des questions universelles, les universaux, comme on dit, mais c'est surtout d'avoir dit, attention, il faut qu'à chaque question corresponde une face cachée. Donc, poser la question de façon affirmative et de façon aussi négative. Par exemple, qui conçoit les classements internationaux, mais aussi, ne pas oublier, qui ne conçoit pas les classements internationaux. Et donc des questions à double face. Et c'est des questions à double face qui nous permettent vraiment d'avoir une vue bien plus compréhensive de ce qui se passe réellement. Et donc j'ai fait une synthèse très brève ici, parce que le temps ne me permet pas, mais vous allez tout de suite comprendre. Qui conçoit les classements internationaux des universités? C'est simplement des équipes de chercheurs spécialisés. On les appelle d'ailleurs des scientométriciens. Et donc ce sont des spécialistes du recueil, de la collecte et du traitement des données de production scientifique. Et donc ce ne sont pas vraiment du tout des groupes représentatifs, c'est vraiment... par exemple, l'université de Shanghai, il y a un labo de scientométriciens qui ne font que ça. Et donc, ce ne sont pas des groupes représentatifs, il n'y a pas de responsable politique d'université, il n'y a pas d'enseignants-chercheurs, d'étudiants, de responsables des politiques, etc. Donc, il faut bien le connaître. Ce sont des groupes totalement indépendants, mais de techniciens. Alors, qu'est-ce qui s'évalue? Bon, je pense que maintenant, vous le savez très bien, c'est la production scientifique, et pratiquement que ça. Le Times, par exemple, évalue aussi un petit indice de satisfaction des anciens diplômés, mais ça a très peu de poids. Essentiellement, c'est la production scientifique, à travers des indices dont je parlerai. Et donc on évalue la qualité des universités par la production scientifique, pas n'importe quelle production scientifique, vous devinez un peu laquelle, et j'en parlerai. On n'évalue pas la qualité des universités sur la qualité des compétences des étudiants, ce serait difficile à faire, pas impossible, puisque PISA le fait bien pour d'autres choses. On n'évalue pas non plus la qualité des universités sur le devenir des étudiants. Les écoles de commerce ont des classements spécifiques qui, eux, tiennent compte, par exemple, d'indicateurs tels que le nombre de leurs anciens étudiants dans les conseils d'entreprise des multinationales ayant plus de X. Bon. Mais ici, ces classements dont je parle, ne parlent pas du tout du devenir des étudiants. On ne parle pas non plus des services rendus par l'université à la société, à la région, par exemple, au pays, aux enjeux sociétaux. Tout ça, ça n'existe pas. C'est pas pris en considération. Les fonctions qui sont évidemment valorisées, c'est évidemment la recherche, vous devinez très bien. Or, l'université a 3 missions: la recherche, l'enseignement, donc la formation, et d'autre part, les services rendus à la communauté interne et externe, l'expertise interne et externe. Eh bien, ce n'est que la recherche qui sont évaluées. Et la fonction
de formation et la fonction d'expertise ne l'est pas. À qui s'adressent ces classements internationaux? En principe, avant tout, elles ont été faites pour ça, aux responsables, aux gestionnaires, aux responsables des politiques de recherche, soi-disant aux responsables des universités. En fait, c'est aux responsables des politiques de recherche. Et avec beaucoup d'effets dont je vous parlerai. Et donc, ce n'est pas les responsables des politiques de formation et des services. Tout au plus, les responsables des politiques de formation sont concernés lorsqu'on dit « attention, il faut améliorer notre classement ». C'est un classement basé sur la production scientifique, sur une certaine production scientifique. Et donc, il faudrait que le curriculum nous permette, par exemple, de sélectionner les meilleurs étudiants susceptibles de devenir les meilleurs chercheurs. Un point, c'est tout. Alors comment? À partir de construction de bases de données, de plus en plus d'ailleurs avec l'aide des universités eux-mêmes, parce que pour un président d'université, pour un recteur d'université, du moins certaines d'entre elles, c'est important d'améliorer son classement. Et maintenant, je connais des universités, la mienne en l'occurrence aussi, qui a vraiment nommé des personnes qui sont chargées de faire la chasse aux productions scientifiques, à les rassembler, à faire en sorte qu'elles soient dans le format adéquat, de faire en sorte que un maximum de chercheurs publient davantage dans telle et telle revue plutôt que dans telle et telle autre. Tout ça parce qu'il y a des enjeux de classement, et derrière ces enjeux de classement se cachent des enjeux de réputation. Vous mettez tout ce que vous voulez derrière le mot, les mots réputation. C'est pas pour rien que les universités françaises maintenant se sont regroupées en grands pôles d'universités pour essayer de maximiser effectivement la quantité de productions scientifiques qui vont être réalisées. Donc c'est des indicateurs objectifs de la production scientifique. Certains d'entre vous les connaissent bien. C'est le Citation Index, c'est l'index H, c'est les prix Nobel, c'est les médailles Fields, par exemple. Et tout ça vaut autant de points. C'est aussi le classement des revues, dont la plupart, celles de rang A, sont la plupart du temps des revues publiées en anglais. D'où aussi des universités, dont la mienne, qui maintenant sont en train de donner des facilités pour que les productions scientifiques écrites en français, dans la langue des chercheurs, soient traduites par des gens capables de traduire dans un anglais tout à fait correct, parce que c'est pas parce qu'on maîtrise l'anglais qu'on est capable nécessairement d'écrire un texte convenablement dans une langue telle que le veulent les évaluateurs des revues. Et donc, là-dedans, il n'y a pas d'indicateur ni objectif ni subjectif concernant la formation, la mobilité, les effets sur la société. Alors, 4 autres questions qui me tiennent à cœur. Quel est le paradigme qui est privilégié dans cette opération et quels sont les paradigmes qui ne sont pas privilégiés? Et donc, paradigme privilégié, c'est essentiellement un paradigme quantitatif, un paradigme basé sur la mesure, sur l'objectivité, sur les traitements quantitatifs, si possible avec des dispositifs expérimentaux contrôlés, ou alors des méthodes observationnelles de nature corrélationnelle, mais à condition qu'il y ait des méthodes sophistiquées, multivariées de traitement de données. Paradigme complètement occulté, voire même refusé, parfois très ostensiblement, c'est le paradigme de la recherche qualitative et tout ce qui pourrait porter vraiment à subjectivité. Or, on sait, par exemple, prenons l'exemple typique que vous connaissez bien dans les sciences humaines, l'importance des représentations. Dieu sait, c'est une dimension importante pour comprendre les phénomènes. Eh bien ça, c'est le genre de choses qui ne vont pas être traitées, sauf si on parvient à montrer qu'on a des mesures objectives qui permettent d'approcher les choses.
Or, moi, je suis persuadé que vraiment pour comprendre un phénomène, il faut à la fois un versant quantitatif et un versant qualitatif qui va donner du sens éventuellement aux éléments du tableau de bord quantitatif que l'on a. Alors, les effets. Il y a des effets très positifs. Les classements internationaux ont vraiment apporté des effets positifs en termes de prise de conscience, en termes de réflexion sur les politiques universitaires, surtout dans certaines universités. Elles ont aussi favorisé des rapprochements, l'élaboration de labos de taille beaucoup plus grande, etc. Un accent mis sur la professionnalisation de la recherche. Il y a eu toute une série d'aspects positifs, mais aussi des effets pervers. Hein. Le plus connu que vous connaissez sans doute bien, hein, c'est le publish ou perish, publier ou périr, au point qu'il devient parfois difficile, surtout à des jeunes académiques par exemple, de demander le moindre effort qui pourrait éventuellement envahir un peu leur secteur de la recherche. C'est le fait qu'aussi l'accent est mis sur les sciences dures qui sont quantifiables. Hein, et les sciences de labo encore de préférence. Hein. Et on a vu, à l'intérieur de certaines universités, vraiment, des labos, en quelque sorte, se vider et d'autres se remplir, tout simplement parce que l'on voulait avoir des productions scientifiques qui vont être publiées et qui vont être pris en compte dans les classements internationaux. C'est donc aussi en faveur des universités internationales de recherche, sur lesquelles on peut difficilement concourir, Stanford, Harvard, Oxford, Cambridge, qui ont des fondations avec des anciens et des patrimoines énormes et qui peuvent se permettre d'attirer des 4 autres continents les chercheurs qu'ils ont identifiés comme permettant de rester en place dans le classement, d'améliorer le volet recherche. Effet pervers, c'est les universités locales. Je prends en France, par exemple, une université comme l'université de Compiègne, une université comme Valenciennes, qui sont des universités régionales qui ont été créées avec les acteurs locaux, avec les chambres de commerce, avec les responsables d'université, et qui ont rendu un service énorme au développement économique de leur région. Ben, il est évident qu'elles ne sont pas classées et que ce qu'elles font ne sera pas reconnu. Je viens de revenir du Niger où j'ai aidé une toute nouvelle université régionale se créer dans la région de Tawa. Tout simplement parce qu'au Niger, il faut 3000 enseignants nouveaux chaque année qu'on ne les trouve pas, parce qu'ils sont très loin. Donc il faut les rapprocher l'offre et la demande. Parce que aussi il y a quelques petites productions qui existent, qui sont spécifiques de la région, qu'il faut encourager par la recherche, par la formation de gens qui vont piloter ces productions-là. Et donc, est-ce que ces universités ne sont pas quelque part des pôles d'excellence? Hein? Donc, effet pervers, à côté d'effets extrêmement positifs, et évidemment, ça a un impact, surtout dans les grandes universités qui concourent, qui sont très attentifs, c'est qu'il devient difficile vraiment de mobiliser les gens sur autre chose que la production scientifique. Et donc, la qualité de la formation, les compétences pédagogiques, l'expertise ne sert que si, dans certains domaines qui sont l'objet éventuellement d'une recherche. Par exemple, sur l'expertise en Afrique, sur les pharmacopées locales, ça peut être rentable parce qu'on peut faire des recherches tout à fait nouvelles, inédites, quantitatives et tout, en labo aussi. Mais d'autres secteurs, c'est absolument pas valorisé. Et donc, mais aussi deux questions fondamentales, plutôt sociétales. C'est quel type de personnes va-t-on former en privilégiant les caractéristiques des universités classement internationaux?
Et quelle personne ne va-t-on pas former en privilégiant cet axe d'une excellence élitiste dominée par la recherche? Il est évident que du côté positif, on va favoriser une accumulation de connaissances scientifiques dans des domaines de plus en plus pointus, quoique maintenant on s'aperçoit des dangers d'une spécialisation de trop forte. C'est le cas de la médecine, par exemple, actuelle, hein, où la plupart des médecins savent bien diagnostiquer dans un secteur spécifique, mais une fois qu'il y a des relations avec d'autres, ils sont obligés de renvoyer un peu. C'est l'accumulation de connaissances scientifiques, c'est le raisonnement scientifique, du moins un certain type de raisonnement scientifique, celui qui conduit à des productions scientifiques classées, et c'est enfin le souci de la preuve. Et donc tout ça, c'est certainement extrêmement important et positif. Maintenant, tout ce qui a trait au fondement idéologique, parce que toute recherche est toujours située, a toujours quelque part des fondements idéologiques. Je vous conseille de lire, je suis en train de lire le dernier livre de Cyrulnik. C'est vraiment sur la conception de la recherche, sur l'utilisation de la recherche, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable, et il voit bien il montre bien que toute recherche est située dans le temps, dans un environnement et dans un paradigme. Et avec les croyances que l'on croit tout à fait sûres et certaines, qui sont tout à fait biaisées, on voit ça tout au long de l'histoire de la science, on le voit tous les jours. Donc les fondements idéologiques et leurs conséquences, les fonctions de veille et d'éveil de l'intellectuel sont totalement négligées. Or, moi, je pense, cette idée de fonction de veille et d'éveil, c'est un concept que j'avais introduit dans le document d'orientation lors du Congrès mondial sur l'enseignement supérieur de l'UNESCO, qui dit ceci: tout intellectuel, tout universitaire devrait être formé pour être une vigie, quelqu'un qui veille aux enjeux des problèmes de la société. Et donc il les étudie et qui éveille les autres à ces problématiques, aux effets, à leurs conséquences. Hein? Et donc former un intellectuel qui ne serait qu'un chercheur qui produit, de ne former qu'un professionnel, un médecin qui est capable de dire, sans jamais se préoccuper effectivement des enjeux, hein, de la médecine, des traitements, des enjeux par exemple épidémiologiques, des problèmes de santé dans une région, etc., eh bien ce ne serait pas un véritable intellectuel, c'est devenu éventuellement un excellent technicien ou de la recherche ou un technicien médecin, mais ce n'est pas un intellectuel. Et donc quelle société? Il est clair que pour moi, en tout cas, et pour beaucoup de collègues à lesquels j'ai travaillé, les classements internationaux vont privilégier un développement d'une société dont le concept existe, c'est une société de la connaissance. Souvenez-vous du sommet de Lisbonne de l'an 2000, je pense, 2000, et qui est devenu maintenant une économie de la connaissance. Et qui est en train, les thèmes, c'est très intéressant de voir les thèmes comme ils évoluent au fil du temps. Société de la connaissance, en 2000, quelques années plus tard, économie de la connaissance, et dans les documents récents, économie virtuelle. Donc, très intéressant. Et quelle société actuellement n'est pas du tout encouragée? C'est une société de la connaissance, d'économie de la connaissance, extrêmement compétitive, extrêmement sélective, extrêmement élitiste au sens où je l'ai défini, contrairement à social et sociétal, et donc qui n'aide pas à construire une société axée, par exemple, sur un paradigme social et sociétal qui serait un développement humain, humaniste, durable. Voilà. Et donc, je ne rejette absolument pas les classements internationaux, ils ont beaucoup d'utilité, mais attention, si on ne voit que les faces visibles et qu'on ne regarde pas les faces cachées, on risque simplement d'avoir des compréhensions extrêmement partiales, et surtout d'entraîner des prises de décision, des comportements qui ne soient pas les plus pertinents.
Alors j'ai fait un petit schéma pour essayer de situer ça très très rapidement, parce que je vois que le temps court. Si vous voulez, il y a des tensions entre le mesurable et le non mesurable, que vous voyez très bien sur l'axe horizontal, des tensions entre le global et le local, entre le global, l'universel en quelque sorte, le mondial, l'abstrait, ce qui est valable pour tout le monde, et le local, ce qui est vraiment enraciné dans un environnement déterminé. Et à partir de là, vous pouvez situer des logiques différentes, des types d'universités différentes, hein, des aspects privilégiés, des paradigmes privilégiés. Par exemple, dans le cadre supérieur droit, on est vraiment bien dans la logique que poussent les classements internationaux. C'est une société de la connaissance. Les acteurs privilégiés sont les chercheurs. Hein, et la fonction privilégiée, c'est la recherche. À l'inverse, par exemple, d'universités qui sont plus, par exemple, des universités qu'on appelle souvent régionales, par exemple, mais qui peuvent être nationales, mais qui sont considérées comme régionales par rapport à d'autres pays, c'est des logiques économiques beaucoup plus régionales, et donc où la fonction privilégiée, c'est la fonction d'expertise, et ce sont les acteurs régionaux, pas simplement ceux administrativement au sein de l'université, mais aussi des acteurs locaux, départementaux de la région qui travaillent ensemble, qui est prédominance. L'université de Compiègne et Valenciennes, pour moi, étaient deux exemples que je connais qui viennent de cet ordre-là. Dans le cadre supérieur, ce sont le plus souvent des recherches, les universités internationales de recherche, avec des grands noms comme Stanford, etc. Et puis, si vous regardez le cadran inférieur gauche, on a ici des universités qui vont être fort axées sur leur réputation, hein, et qui vont donc aborder des problèmes très divers, mais où un des critères majeurs, c'est la satisfaction des utilisateurs, et quel est l'utilisateur premier? C'est les étudiants et leurs familles. Hein. Et un autre utilisateur important, c'est évidemment la profession, le monde du travail. Hein. Le monde du travail reproche souvent à l'université de ne pas former des gens qui sont suffisamment employables pour eux. Et donc, c'est des universités qui vont essayer d'acquérir. Les écoles de commerce sont typiques à ce niveau-là, par exemple. Hein, certaines écoles polytechniques vont vraiment lutter pour valoriser la fonction enseignement, pour avoir un enseignement de qualité, pour satisfaire les étudiants, pour les former pour le monde du travail, pour évidemment qu'ils soient employables. Il y a beaucoup d'interactions qui peuvent se produire alors avec le monde du travail en fonction des filières diplômantes. Et puis, il y a un quatrième cadran supérieur gauche qui, pour moi, devrait être davantage valorisé. Une logique qui n'est pas la seule, évidemment. Hein. Les logiques peuvent se croiser, se compléter ou au contraire se distendre. C'est une logique de nature plus sociopolitique où les acteurs privilégiés dans cette logique, c'est la formation d'intellectuels, c'est la fonction de veille et d'éveil. Hein, et donc il se met au service des enjeux sociaux et sociétaux. Hein. Ça rejoint d'une certaine façon ces aspects-là, si ce n'est que dans les aspects régionaux, ce sont souvent des aspects qui soient directement mesurables, qui sont traités, alors que dans la logique de veille et d'éveil, ce sont souvent des problèmes extrêmement complexes qui demandent des approches multiples, notamment en termes d'expertise ou en termes de recherche. Voilà, c'était la première hypothèse qui a notamment fait l'objet de réunions des recteurs et présidents d'université. Je cite ici des réactions de professeurs d'université, l'un qui a attention à la fétichisation de toutes ces formes de classement, etc. Une autre qui dit est-ce que c'est bon pour un pays de ranger les universités sur un simple système de classement. Et donc ça, c'était des réunions qui avaient lieu en 2009, lorsque la discussion sur les classements internationaux prenait de plus en plus d'ampleur. L'hypothèse 2.
sur mémoire et innovation. Je passe directement parce que je ne veux pas dépasser votre temps. D'abord, qu'est-ce que j'ai eu la chance de pouvoir travailler à travers des audits, des sessions de formation, d'analyse de publication, des colloques, à travers une attention particulière aux communications, à certains types de communications qui sont faites à l'intérieur d'associations internationales comme la IPU. Par exemple, d'analyser les transformations progressives. La chance que j'ai 71 ans et donc j'ai pu étudier ça dans la durée. Et j'ai essayé d'être très attentif au pourquoi certaines universités, certaines parties d'universités se transformaient et d'autres stagnaient. Et donc, à partir de l'université que j'ai eu l'occasion de côtoyer sous une forme ou l'autre, à travers plusieurs années. Alors, ce schéma, il faut bien d'abord comprendre l'idée de ça. Pour moi, les transformations, ça ne se déroule pas par période, ça se déroule par strate. Pensez à l'image biologique ou géologique plus exactement. Eh bien, la Terre se transforme, le relief se transforme à travers le temps. À un certain moment donné, il y a une strate qui n'existait pas, qui pousse, elle se développe de plus en plus, et pendant cela, à un certain moment donné, une autre strate vient éventuellement un peu la recouvrir, sans que l'autre ne disparaisse. Mais l'autre a tendance à s'épuiser, tandis que la seconde va monter en puissance. Et aucune ne disparaît jamais, mais elles perdent de leur importance, mais elles existent toujours. Puis une troisième. Et je pense que les transformations, avec toute la dynamique tradition-innovation, se développent en trois. Du moins, je pense que c'est comme ça que je peux le formaliser, le modéliser. Il y a une première strate. On voit dans les universités quelques enseignants-chercheurs qui vont changer leur pratique d'enseignement. Je parle ici vraiment de formation, d'enseignement et de formation, qui vont changer petit à petit leur pratique habituelle d'apprendre. Ça peut être de l'apprentissage, ça peut être la transformation du curriculum, ça peut être la transformation de l'évaluation, ça peut être dans certains cas de l'accompagnement, ça peut être l'introduction de technologies nouvelles. Et donc, il y a des gens qui, en général, ne sont pas connus, même parfois pas de leurs collègues de voisins de bureau. Quand j'étais président de la commission de l'enseignement, on a fait une enquête sous la direction du vice-recteur de l'époque, où on a demandé aux enseignants s'ils avaient changé leur pratique, d'un peu de décrire leur pratique et pourquoi, etc. On a récolté plus de 300 et des réponses de nos enseignants. Parfois c'était des changements mineurs, mais parfois des changements tout à fait radicaux. Et on a été étonnés de l'ampleur du nombre et du fait que quand on en parlait aux collègues, ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Et donc il y a des minorités actives au sein des personnes, soit des individus isolés, ou soit des individus qui se mettent à plusieurs et qui conçoivent des choses. Et ça, c'est le début en quelque sorte de l'apparition d'une strate, ce que j'appelle le primat de l'informel. Certains, par exemple, vont aussi, par exemple, dans l'école polytechnique chez nous, qui sont souvent en 10 ans en avance sur les autres facultés, eh bien, ils ont testé des évaluations, des enseignements chez les étudiants. Il y a 30 ans de ça, même plus que 30 ans. Et ils ont étudié les résultats par petits groupes. C'était un labo, puis éventuellement un département. D'autres se sont mis à construire, par exemple, des polycopiés de cours communs. Ou d'autres se disent, bon, on a plusieurs spécialités de médecine, on ne peut pas faire un cours sur chaque spécialité. Or, tout médecin généraliste doit pouvoir, évidemment, connaître un peu les spécialités, notamment pour orienter leurs futurs malades dans les spécialités. Et ils ont conçu, par exemple, un examen commun des études de cas qui permettait effectivement de jongler avec plusieurs spécialités, plutôt que de faire X examens différents.
Et donc c'est le primat de l'informel. Et puis, à un certain moment donné, surtout si les autorités sont attentives, elles prennent connaissance, c'est le cas, en tout cas dans l'université, on a pris connaissance de l'existence de choses qui étaient intéressantes. Et on va donc les faire connaître. On a publié ce qu'on appelait un feuillet vert, un format A3 plié en deux, où on reprenait des initiatives innovantes qui avaient été issues du questionnaire, on les avait un peu complétées en allant interviewer les professeurs, on les a fait encore connaître, on a encouragé à faire, on a créé par exemple des fonds à l'époque vidéo, puis des fonds évidemment d'enseignement assisté par ordinateur, etc. On passe par l'éthique actuellement, ou actuellement par les MOOC par exemple, et des stratégies d'accompagnement, des fonds d'initiative où on donne un peu d'argent pour pouvoir essayer des choses nouvelles. Et donc il y a un encouragement, et petit à petit, les choses qui sont les plus connues, qui sont reconnues comme ayant des résultats vraiment qui satisfont ceux qui les ont mis en place et les utilisateurs, eh bien, vont amener quelques débuts de prescription. C'est d'abord un département qui a fait l'évaluation des enseignements par les étudiants. Ça a été connu par la faculté, l'école polytechnique, et l'école polytechnique a décidé à un certain moment donné, on va essayer avec d'autres départements. Et puis d'essai en essai, on en arrive à des prescriptions pour une faculté, et puis après pour d'autres facultés, etc. Et la troisième strate, c'est une strate où l'innovation ne devient plus une pratique nouvelle qu'on introduit, parce qu'une fois qu'une pratique nouvelle est introduite, elle devient une tradition. Et donc, la troisième strate, la plus difficile, c'est de faire en sorte que l'université devienne vraiment une organisation apprenante, c'est-à-dire qui crée toujours des connaissances nouvelles pour résoudre les problèmes. Il y a toujours des problèmes nouveaux qui surgissent, on peut toujours aller plus loin, et donc c'est de créer un esprit d'innovation au sein de l'universitaire. Et là, notamment, des initiatives telles que les associations internationales de pédagogie universitaire, on voit des ingénieurs, des médecins, des gens de toutes facultés qui mènent notamment des recherches ou des évaluations solides sur les pratiques innovantes qu'ils essaient constamment, qui essaient de les modéliser, de les réfléchir, de réfléchir sur des questions nouvelles qu'on n'avait pas vues auparavant, sont intéressants, sur tous les espaces de mobilité, échange d'enseignants et d'étudiants, qui permettent effectivement de se rendre compte que ce que l'on croyait le meilleur chez nous n'est peut-être pas nécessairement le meilleur, qu'on peut apprendre de l'autre et l'autre peut apprendre de nous. Toutes les initiatives, par exemple, de coaching où, par exemple, une faculté s'est mise à l'approche par problème et par projet. Elle a été coachée par des gens de Copenhague et du Québec. Et puis, à son tour, d'autres sont intéressés et coachent des gens, par exemple, des universités françaises ou autres. Et donc, tout ça, si vous voulez, ça crée des organisations apprenantes, non seulement locales, mais aussi internationales. Alors, de nouveau une petite modélisation, mais en termes de facilitateurs et de freins qui peut être utile. En fonction des strates, il ne faut pas aller trop vite, parce que ça s'inscrit, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Il faut au moins 3 décennies pour que certaines universités arrivent à une strate de rentrer dans la strate 3. Il faut 2 à 3 décennies, d'après mon expérience. Et donc c'est un processus qui est assez lent. Et donc j'ai essayé d'identifier les freins et au contraire les facilitateurs. Par exemple, dans le primat de l'informel, la première strate où il y a des tas d'initiatives personnelles ou par petits groupes, il y a des facilitateurs, c'est les minorités actives qui sont des ferments ENT. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas peur de montrer ce qu'ils font à d'autres, leurs résultats, qui n'ont pas peur que les autres posent des questions sur ce qu'ils font et qui demandent éventuellement l'aide à d'autres pour les résoudre. Par opposition à des freins qui sont les minorités actives mais qui sont des
ferments, qui ferment les portes, qui veulent rester entre eux, qui ne veulent surtout pas qu'on vienne voir ce qu'ils font, etc., et qui s'enferment, et qui souvent créent beaucoup de... Donc ils se sentent bien entre eux, mais les autres sont des corps étrangers. Et finalement, il y a une sclérose, et ce n'est plus de l'innovation, ça devient une tradition minoritaire au sein d'un groupe. Au sein de la deuxième strate, c'est surtout les prescriptions trop rapides qui sont les freins les plus importants. Et les facilitateurs, c'est évidemment les stratégies d'encouragement, de reconnaissance, d'aide, de soutien, qui sont vraiment importantes. D'où la troisième hypothèse, d'ailleurs, que je vais développer, mais rapidement. Et puis, dans la troisième stade, c'est l'injonction paradoxale, c'est un frein énorme. Soyez créatifs. Ça, c'est l'injonction paradoxale par excellence. Alors qu'au contraire, c'est simplement de pouvoir permettre aux gens de bien identifier les problèmes et en quoi ces problèmes sont susceptibles de faire émerger des pistes de solutions et de changer certaines pratiques. Et ça suppose évidemment souvent un travail collaboratif et pas simplement souvent local, mais aussi externe. Et notamment les échanges internationaux sont particulièrement importants. Alors ma troisième hypothèse, je vais encore 5 minutes, qui a trait au pilotage et à l'importance de la posture de reconnaissance par rapport à la posture de contrôle. Ce qui a fait émerger cette hypothèse chez moi, et pas seulement chez moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs français, québécois, et italiens, etc., notamment avec Anne Joureau, eh bien, c'est deux livres essentiels, c'est le livre de Honneth et celui de Paul Ricoeur, qui sont des philosophes l'un et l'autre au départ. Et qui m'ont aidé beaucoup à faire émerger, qui nous ont aidé beaucoup à faire émerger cette hypothèse qu'on a essayé de vérifier à travers l'ordre des recherches beaucoup plus empiriques sur l'engagement professionnel des acteurs au sein des systèmes d'enseignement, de formation et des universités. Et donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'ouvrage d'Honneth, c'est une société du mépris. C'est un peu le volet de l'analyse un peu pessimiste de Honneth au départ, et le volet positif, le parcours de la reconnaissance de Ricoeur, et puis je mets là trois livres, deux qui sont parus en 2013, et l'autre qui va apparaître en 2015. Alors, Honneth a vraiment étudié les phénomènes de société pour dire que c'est une société du mépris, et il identifie toute une série d'indices, des indices historiques par exemple, et j'ai repris les citations textuelles de son livre. Les nobles s'autorisaient à se dévêtir devant leurs domestiques parce que ceux-ci étaient, en un certain sens, tout simplement absents. Absents. Présents, absents. Des indices sociaux, la manifestation du mépris, se comporter envers des personnes présentes comme si elles n'étaient pas là. Des indices relationnels, d'où l'expression familière, regarder à travers une personne sans la voir. Je peux dire la même chose des institutions. Au plan du ressenti, les personnes concernées ne se sentent pas perçues. Et donc j'ai fait relever à partir du livre une série de dimensions où on peut contribuer à développer, créer, renforcer une société du mépris, ou au contraire, comme dit Ricoeur, à une société où la reconnaissance joue un rôle important. Et donc, une société du mépris, c'est où les acteurs, en quelque sorte, sont invisibles. Ils sont présents, ils sont invisibles. Et au contraire, parcours de la reconnaissance, c'est une visibilité des personnes, des entités. Le plan de la perception, la personne n'est pas vue par l'autre, ou elle est vue à travers, ou elle est ignorée simplement, alors que dans le parcours de la reconnaissance, la personne est vue et regardée envers la personne. Des actes expressifs, l'impassibilité non verbale par exemple, ou la distance. On a beaucoup de travaux sur la distance entre deux visages par exemple, entre deux personnes, qui varient suivant les cultures d'ailleurs. Au contraire, l'expressivité non verbale,
donc les mimiques, les gestes, etc., tout ce qui est l'ordre du proxémique, comme on dit. Le socio-relationnel, le non identifié, l'individu, l'objet, le numéro matricule. Numéro matricule définit bien cela. Ou au contraire, la personne n'est pas un individu, c'est une personne, c'est un sujet. Le statut social, l'identité sociale est ou n'est pas ou peu reconnue, ou elle n'est pas ou peu valorisée, alors que le parcours de la reconnaissance suppose qu'elle soit reconnue et valorisée. Les produits. On va regarder visibles ce qui les rend invisibles, les fautes, les défauts, les échecs, la bouteille à moitié vide. Dans l'autre part de reconnaissance, les qualités, les potentiels, les réussites. La bouteille à moitié est pleine, mais on va partir sur la bouteille à moitié pleine, non pas sur la bouteille à moitié vide. Le devenir, la prédictibilité, le bon sera toujours bon, déterminisme bon, mauvais restera mauvais. Au contraire, l'inédit possible. Chez chaque personne, je conseille aux enseignants, aux formateurs d'enseignants de lire le livre, je pense que c'est de Denis, un romancier français, qui portait sur un peu son parcours. Il a été enseignant avant d'être Daniel Dellac, sur les cancres. Et il dit, mais regarde, les cancres sont des gens formidables. Travailler avec les cancres, ils vont devenir des gens vraiment qui vont révolutionner, qui vont se révéler. Et donc, sur l'éducabilité, je vous souviendrai toujours de la synthèse que j'ai faite au 20e anniversaire des ZEP et des REP en France, des zones d'éducation prioritaire, où à partir de la comparaison de ZEP qui permettait d'apprendre aux élèves et d'autres qui ne permettaient pas aux élèves de progresser, c'est l'idée d'éducabilité qui est vraiment importante. Tous sont éducables et tous sont très fortement éducables, surtout sur certains aspects. Et on parvient à éduquer toujours même dans les situations les plus problématiques si on cherche. Et si et quand on ne trouve pas directement, on sert d'autres personnes pour chercher. Je n'ai pas le temps de développer, peut-être dans la discussion si mal. Alors évidemment, la posture de l'évaluation, qui est une posture de contrôle dans une société de mépris, c'est on regarde la conformité au prescrit. Numéro matricule, l'individu n'est pas une personne, c'est un numéro matricule dont on va regarder la correspondance au prescrit. Ce qui entraîne cette invisibilité, ce regard sur la bouteille à moitié vide, entraîne presque automatiquement un jugement négatif sur la personne. Ou alors la reconnaissance, qui est une recherche du sens, du pourquoi, des potentialités des personnes. Et donc, je vais développer très brièvement ça. Et ça, c'est Ricoeur, qui a ensuite travaillé avec Honneth. Les deux se sont rencontrés, ont beaucoup travaillé ensemble ensuite. Reconnaître ces 4 choses fondamentalement à tenir ensemble. Aucune des 4 ne peut être négligée. Reconnaître, c'est d'abord situer la personne, l'identifier, la situer dans son parcours et dans son environnement. Important de bien connaître le parcours et l'environnement. Connaître, c'est d'abord situer. Mais ce n'est pas simplement situer, c'est aussi, d'autre part, l'accepter dans sa situation, dans son parcours, dans son environnement, reconnaître sa vérité, reconnaître son statut, reconnaître l'autorité, reconnaître son pouvoir, etc. C'est l'accepter, ou son pouvoir sur certaines choses. Et donc on accepte l'autre, ou s'il s'agit d'une entité, d'une organisation, on l'accepte telle qu'elle est. C'est troisièmement, non seulement la situer, l'accepter, c'est la valoriser pour les aspects positifs, pour ses potentialités, pour les efforts qu'elle fait, pour ce qu'elle fait de mieux, pour les projets éventuellement qu'elle se donne. Et c'est enfin un 4e aspect à ne pas négliger, c'est la gratitude. Reconnaître, c'est être reconnaissant, c'est-à-dire remercier et gratifier les personnes. Mon expérience de l'université, de la mienne notamment, comme d'autres, c'est le peu de gratitude qui
qui existe envers les acteurs de l'université. La dimension gratitude est très peu présente. Et ça soit les moments clés de la carrière universitaire. Alors, peut-être une dernière chose, je dirais qu'il faudrait avoir une posture, non pas de conformité, de contrôle de la conformité, c'est ce qu'on appelle la professionnalité. Et donc, le chercheur pourrait être décrit par des standards qui seraient universels. L'enseignant pourrait être décrit, etc. Ça, c'est l'idée qu'il y aurait des standards universels de professionnels. Nous défendons, avec notamment Joro, à qui je travaille beaucoup, c'est l'idée de professionnalité émergente. C'est donc de mettre l'accent sur le processus de transformation de la personne, de l'entité qui se fait, et qui peut se révéler par toute une série d'indices auxquels il faut donner du sens et auxquels il faut être attentif et pour lesquels il faut développer les 4 dimensions de la reconnaissance. Et donc, j'en termine par cette dia-là, une posture de contrôle. Je ne dis pas qu'il ne faut aucun contrôle, hein, mais cette posture de contrôle, c'est certainement pas la posture dominante sur laquelle on va transformer positivement les universités. Hein. On va éventuellement éviter certaines dérives, mais on ne va pas transformer les universités. Elle est basée sur le rendement comptable, sur la standardisation, sur le se conformer, sur la centralisation, sur une organisation bureaucratique, et Dieu sait si les institutions peuvent se bureaucratiser, sur une montée en puissance d'une minorité managériale, sur le mépris des autres, au sens où je l'ai montré avec Honnête, et donc sur l'invisibilité des personnes et des entités, sur les numéros, c'est des objets. Au contraire de la posture de reconnaissance, qui identifie les compétences, qui valorise la créativité professionnelle, la responsabilité fondée sur l'expertise, qui valorise les dispositifs qui permettront aux entités d'être des organisations prenantes, d'apprendre ensemble, qui permettent des reconnaissances très différenciées, des parcours extrêmement différenciés. On a chacun des potentialités que l'on peut valoriser, que l'autre n'a pas, et réciproquement, et sur vraiment une très grande visibilité au sens des indices que j'ai développés antérieurement. Et voilà, je termine en disant peut-être que ce que je viens de dire, trop vite évidemment, permettra de faire fonctionner les petites cellules grises et peut-être un peu la discussion, si on a un peu de temps, d'en faire.